Bonjour à tous et bienvenue sur 42 TV pour cette deuxième chronique juridique avec Marie-Christine Persol. Nous allons parler aujourd'hui de vente de véhicules entre particuliers, que vous soyez acheteur ou vendeur. Il y a des précautions à prendre. Nous allons faire le tour de toutes ces précautions et attention, il y a effectivement des choses à éviter absolument. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, tout va très bien avec le soleil toujours qui est au rendez-vous, donc c'est un plaisir. Et puis c'est d'autant plus un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler droit. Alors, Voilà. Alors, c'est un sujet effectivement qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter si vous souhaitez que l'on puisse traiter de sujets à contact@42tv.fr. Alors, Marie-Christine, quelles sont les précautions si on souhaite acheter ou vendre son véhicule? alors, les précautions, comme vous l'indiquiez, parce que c'est encore un sujet qui donne lieu à de nombreux contentieux, les précautions, on va les voir de manière chronologique, tant du côté de l'acheteur que du vendeur. La première toute, lorsqu'on vend ou lorsqu'on achète, c'est bien sûr la question du paiement. Alors, ce paiement, il est parfaitement logique que le vendeur refuse un chèque de banque, lesquels sont souvent falsifiés. Donc, le paiement peut se faire de deux manières possibles, soit d'une part en espèces, et il faut souligner qu'entre particuliers, il n'y a pas de montant, de plafond du montant de la somme que l'on peut verser. Ah, Concrètement, entre moi, professionnels, oui, euh, pardon. Je pensais, moi, que c'était limité à 1000 euros. On disait 1000 euros en tout à espèces. fait. Alors, vous avez raison, c'est 1000 euros en espèces, mais dans une transaction entre professionnels et particuliers. En revanche, entre particuliers, nous n'avons pas de plafond, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas un droit de regard, et notamment du fisc. Le fisc pourrait parfaitement interroger l'acheteur sur l'origine des fonds en question. Donc, bien qu'il n'y ait pas de plafond, il y a effectivement le risque que le fisc vienne vous interroger sur l'origine des fonds, tant du côté de l'acquéreur qui a payé en espèces que du côté du vendeur qui a reçu des espèces à un moment donné. Et puis d'autre part, pour toute transaction au-delà d'un montant de 1500 euros, il nous faut un écrit. Donc attention à ce paiement en espèces. Oui, il n'y a pas de plafond. En revanche, il faudra pouvoir prouver l'origine des fonds et surtout dresser un écrit au-delà de 1500 euros. Alors très souvent, justement, dans ces circonstances, pour éviter tout risque, on va recourir au chèque de banque. Dans l'esprit des acquéreurs ou des vendeurs, le chèque de banque, c'est le moyen de paiement garanti. Ça n'est Alors, pas le cas. voilà, c'est un chèque qu'on demande à sa banque pour des montants plus importants, c'est ça? Et ce n'est Tout pas le à cas fait. alors, il y a un danger de Euh, falsification de ces chèques de banque, c'est ça? Il y a un danger de falsification. Les escroqueries en la matière sont vraiment légion. Je vais illustrer quelque peu. J'ai une de mes connaissances qui décide de changer son véhicule. On parle de vente, d'achat de véhicules d'occasion. Il trouve le véhicule de ses rêves sur Internet. Il se met en rapport avec le vendeur, lequel a un discours bien rodé. Vous comprenez, je crains de me faire escroquer. Je vais vous demander un chèque de banque et je vous demanderai la photocopie de ce chèque pour être bien certain que vous ne cherchez pas à me duper. Donc, mon ami va court chez son banquier, fait établir un chèque de banque et photocopie ou scanne, peu importe le chèque en question, et l'envoie à celui qu'il croyait être un vendeur, avec la copie de sa pièce d'identité. Mon Dieu, l'erreur. Donc là, le vendeur, celui qui était censé être le vendeur, avait tous les éléments en main pour escroquer à son tour quelqu'un. Et ce chèque de banque, effectivement, a terminé chez un vendeur de véhicules. On a acheté le véhicule avec le chèque de banque, avec une photocopie de pièce d'identité falsifiée. La personne est partie avec le véhicule
Et le vendeur s'est retourné contre la personne que je connais en lui disant je ne comprends pas, vous m'avez acheté un véhicule avec un chèque de banque qui aujourd'hui ne passe pas. Bien sûr, l'opposition avait été faite et puis il était tellement mal recopié, dirons-nous, que ça ne pouvait pas passer. Donc attention à ces paiements avec chèque de banque. On croit être sûr, on n'est jamais sûr. Et le conseil à donner en la matière, c'est je n'envoie jamais une copie de ma pièce d'identité qui peut servir à des escrocs et je n'envoie pas la copie d'un chèque de banque qui lui-même pourra servir à des escrocs. Voilà deux conseils très précieux parce que c'est vrai qu'en toute bonne foi, la personne a envoyé à la fois la copie du chèque de banque et sa pièce d'identité. Donc surtout, ne jamais envoyer ni chèque de banque ni pièce d'identité en copie ou scan. D'accord. Tout à fait. L'autre conseil, lorsqu'on reçoit ou on est sur le point de recevoir un chèque de banque, c'est soi-même passer un appel au banquier afin de savoir ce qu'il en est. Ça n'apportera pas toute sécurité, puisque si on a en face de nous quelqu'un qui a une carte d'identité falsifiée, qui annonce s'appeler Jean-Louis Dupont, c'est bien ce qui est noté sur la copie de la carte d'identité, ça n'apporterait pas toute garantie, mais au moins. Ça peut être une solution. Et puis se méfier du grammage du papier, de la présentation du chèque en question, Oui, de manière... ce sont des documents qu'on n'a pas tous les jours dans les mains, donc pour les reconnaître, c'est difficile, hein. C'est difficile. Ou se rendre chez le banquier en présence de l'autre co-contractant en demandant des garanties, en demandant si le chèque en question est bien valable ou pas. Donc le banquier, lui, a les moyens de vérifier si on est sur un vrai chèque de banque ou au contraire sur une vague copie. Alors, si le chèque de banque n'est pas tout à fait sécurisé, comment faut-il procéder pour être vendeur en toute sécurité ou acheteur en toute sécurité? Je n'ai pas véritablement de solution. Alors, c'est ce paiement en espèces que j'annonçais avec les risques que cela présente, ou bien alors la deuxième solution, c'est d'aller chez le banquier avec l'acheteur de manière à ce qu'on nous confirme bien le caractère authentique du chèque de banque et puis surtout que les fonds sont bien sur le compte en question. Il peut y avoir les virements. En matière de virements, de la même manière, la garantie n'est pas certaine. Alors après, on peut tenter de retenir en quelque sorte le véhicule jusqu'à complet paiement, c'est-à-dire décaler le moment du transfert de propriété. Cela peut être une solution. Alors malheureusement, les juristes, nous ne pouvons qu'attirer l'attention sur ce qui est susceptible de pécher. Vous donner une solution efficace, sûre à 100%, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, hormis peut-être, comme je vous dis, de retarder ce transfert de propriété. Et là, c'est une possibilité qu'on a. Imaginons que l'on vende un véhicule. On peut quand même retarder la cession de la carte grise. Comment ça peut se... Alors, on peut, sous réserve que l'autre personne en face de vous accepte cette situation. Si je me mets aujourd'hui dans la peau de l'acheteur, je n'ai pas envie de verser 10 000, 15 000, 20 000 euros et de dire bon, oui, pas de souci, je patiente le temps que vous acceptiez de me transférer ce véhicule. Donc là, il faut peser de chaque côté, chacun a un intérêt. L'acquéreur n'acceptera pas forcément de livrer une somme, de délivrer une somme, mais de ne pas recevoir la contrepartie immédiatement. D'accord. Donc, entre particuliers, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Hmm. Il y a toujours un risque et on va le voir ensuite sur les garanties qui s'offrent à nous. Nous avons toujours ce risque Voilà, au niveau du paiement. Oui. Un véhicule qui présente bien, voilà. On se dit il est peu kilométré. Peut-être que le compteur a été trafiqué, ça doit être possible maintenant avec même l'informatique, enfin, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Et on s'aperçoit au bout de quelques kilomètres mais que le véhicule a l'air d'avoir un petit peu plus d'âge. Quels sont les recours? Alors peut-être
juste avant, revoir les formalités afférentes à la Ah oui, bien vente. sûr. Donc ça, c'était le premier point sur lequel on devait s'arrêter, c'était le paiement. Le deuxième point, ce sont ces formalités. Donc en règle générale, aujourd'hui, tout se fait en ligne. Alors, première formalité, on n'attire pas forcément votre attention là-dessus, c'est de bien vérifier la carte grise du véhicule que vous souhaitez acheter. Cette carte grise est à quel nom? Est-ce que c'est véritablement la personne que vous avez en face de vous? Je ne suis pas à l'abri que le vendeur ne soit pas le propriétaire du bien, le véritable possesseur, détenteur pardon, du bien. Donc, vérifiez la carte grise. Elle doit être au nom du vendeur, de celui qui est en face de vous. Ensuite, exiger ce que l'on appelait précédemment le certificat de non-gage. Pardon. Et si c'est une société, si c'est au nom d'une société? Alors, on n'aura pas une carte d'identité, mais on aura ce que l'on appelle un cabis et les indications d'identité de la société, de la personne morale. D'accord. Donc, un numéro de SIRET ou autre. Donc, on aura ces éléments. Alors, de la même manière, mais le sujet risque d'être très, très long. Je disais, je risque de m'étendre. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui céderait un véhicule pour une société, par exemple, en toute urgence, parce qu'on est dans une situation financière délicate. Ah oui. Et cela aussi, cela peut se retourner contre l'acquéreur. Un juge pourrait parfaitement annuler la transaction dans la mesure où elle a été faite en urgence et qu'elle vient vider en quelque sorte le patrimoine de la société dans la mesure où on a fait à bas prix cette cession, où cette cession a été effectuée à bas prix. Très bien. Alors, le deuxième, en termes de formalité, le deuxième document exigé, c'est ce que l'on appelait précédemment le certificat de non-gage. Donc, cela se fait en ligne de la même manière pour le vendeur. C'est aujourd'hui ce que l'on appelle le certificat de situation administrative. Et puis ensuite, on procédera à une déclaration de cession en ligne. Et enfin, on va valider cette session en indiquant bien l'heure à laquelle on a cédé, la date, bien entendu, le kilométrage et surtout la personne à qui on a cédé le véhicule en question. Et puis, ces documents seront signés tant par l'acheteur que par le vendeur en 2 exemplaires. Donc, à partir du moment où on a signé ce certificat de cession, il y a ce que l'on appelle un transfert de propriété de notre vendeur à notre acheteur, avec tout ce que cela implique, et notamment en termes de risque. C'est-à-dire que tant que le transfert de propriété n'était pas fait, le propriétaire était le vendeur. À partir du moment où ce transfert de propriété est effectué, les risques vont peser sur l'acquéreur. Donc à lui d'être assuré, parce qu'en cas de sinistre, eh bien, la perte lui incomberait. Voilà. Ensuite, troisième point, c'est ce que vous évoquiez, Thierry, ce sont les garanties. Les garanties, alors, en préambule… Et juste oui. avant, sur le site sur lequel il faut faire des démarches, sont des sites gouvernementaux, Tout à fait. voilà, qui se terminent par .gouv.fr. Tout à fait. Tout Voilà, à et fait. faire donc très attention que ce ne soit pas là aussi. Est-ce que ça existe qu'on puisse être dirigé par le vendeur ou l'acheteur sur un site frauduleux? Non? On pourrait l'imaginer, on l'a vu pour les banques, on l'a vu pour différents sites officiels où on vous présente un faux site parfaitement imité et la personne qui est connectée est convaincue d'entrer des données sur quelque chose d'officiel, alors que derrière l'écran, on a un escroc qui va usurper une identité ou autre. Donc, bien s'assurer qu'effectivement, le site est sécurisé avec le HTTPS et puis le .gouv.fr. .fr. Très Tout bien. à fait. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne maintenant les garanties, Alors, concernant ces garanties, en préambule,
qu'on soit vendeur professionnel, qu'on soit vendeur particulier ou autre, là, c'est le droit des contrats qui s'applique. Le vendeur de véhicules d'occasion, le vendeur particulier de véhicules d'occasion a, comme tout vendeur, une obligation d'information vis-à-vis de son acquéreur. Donc, donner l'information qui est cruciale pour l'acquéreur. Des informations cruciales, nous allons en voir ensuite, mais c'est par exemple le kilométrage, ce que vous évoquiez Thierry, le fait que le véhicule n'est pas passé au marbre. Donc, on ne peut pas retenir certaines informations, on doit être loyal dans cette vente, même si on n'est pas un professionnel de la vente, c'est le droit des contrats qui s'applique. Alors, sur ces différentes garanties, nous avons tout d'abord la garantie des vices cachés. Qu'est-ce qu'un vice caché? Ceci, on le retrouve aux articles, j'aime bien citer les sources juridiques, chacun peut retrouver. Ce sont les articles 1641 et suivants du Code civil. Donc, garantie des vices cachés, il faut que le vice soit caché. C'est-à-dire que si on me vend un véhicule avec le pare-choc complètement enfoncé, avec les deux ailes pliées, je ne peux pas dire c'est un vice caché. J'ai vu. Donc, ce vice doit être caché pour que cette garantie puisse jouer et il doit être important. C'est-à-dire qu'il doit rendre la chose impropre à sa destination. La destination d'un véhicule, c'est de pouvoir se déplacer avec, de pouvoir conduire, aller d'un point A à un point B. Donc, un vice qui affecterait, par exemple, une vitre qui bloque. Je ne parviens pas à la descendre ou à la lever. Ce n'est pas… Alors déjà, on pourrait s'interroger sur la question de savoir si le vice est véritablement caché. D'autre part, ce n'est pas quelque chose qui va rendre impossible l'usage de la chose que j'ai achetée. Cela n'impliquera pas de pouvoir utiliser ce bien. Donc, en l'occurrence ici, le vice ne serait pas retenu. Et par exemple, un coffre qui ne se fermerait pas ou qui se fermerait mal. Alors, c'est à l'appréciation du juge. Est-ce que le vice est caché ? Déjà, ce vice, si j'avais été quelque peu vigilant, j'aurais pu m'en apercevoir. J'aurais dû faire le tour de la voiture et m'interroger sur tous les aspects de ce véhicule, la portière, le coffre et autres. Alors, pour un coffre qui ferme mal, ce sera à l'appréciation du juge. Est-ce qu'il m'empêche d'utiliser le véhicule ? Je n'en suis pas convaincue. Et de deux, est-ce que véritablement le vice était caché? Pareil, je n'en suis pas convaincue. Alors, donc je disais, ce vice doit être caché, il ne doit pas être apparent, il doit rendre la chose véritablement impropre à sa destination. C'est-à-dire qu'il doit avoir une certaine importance quant à la destination du véhicule. Et là, l'acquéreur a 2 ans. Alors, même principe que ce que nous évoquions la semaine dernière. On essaie d'abord de négocier à l'amiable, et puis si jamais on n'y parvient pas, on n'arrive pas à ses fins, à ce moment-là, rencontrer un juriste. L'acquéreur a 2 ans pour agir à partir de la découverte du vice. Donc, l'acquéreur aura 2 ans pour agir. Le vendeur, dans ce contexte, le vendeur, puisqu'on a dit qu'on parlait à la fois du vendeur et de l'acquéreur a la possibilité, attention, nous sommes bien vis-à-vis de vendeurs et d'acquéreurs non professionnels. Voilà, si l'on parlait de professionnels, de particuliers. Alors, mon vendeur non professionnel peut se dire, oui, mais si je vends un véhicule à un particulier, je risque ensuite d'être embêté. Je l'ai souvent entendu parce qu'on va venir me voir, parce que le coffre ne ferme pas, parce qu'il y a un petit bruit quand on roule, quand on passe la 4e. Donc, le vendeur peut être enclin à essayer de limiter en quelque sorte ses garanties. C'est parfaitement possible. Ce qui n'est pas possible pour un professionnel, l'est pour un non-professionnel. Donc, il pourra, dans l'acte de cession du véhicule, insérer une clause au terme de laquelle il se dégage de toute responsabilité, sous réserve bien sûr que l'acheteur ait signé le document.
C'est-à-dire que je ne peux pas m'amuser à Oui, oui, écrire des ajouter choses. ça après. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, il pourrait insérer une clause dans l'acte de cession au terme de laquelle il se dégage de toute responsabilité pour tout vice caché qui surviendrait après la vente. Attention, j'ai bien dit pour tout vice caché qui surviendrait après la vente. À partir du moment où vous avez connaissance du vice, où vous ne pouvez l'ignorer, Oui, il faut le nécessairement dénoncer. Oui, oui, voilà, la clause serait parfaitement inopérante. d'accord. Dans l'esprit de nombreux vendeurs, le fait de noter noir sur blanc en très gros caractères vendu en l'état les exonère de toute responsabilité. Ce, entre guillemets, vendu en l'état n'a aucune force, Aucune valeur. aucune valeur. Il faut véritablement bien rédiger sa clause si l'on souhaite être dégagé de toute responsabilité en matière, je le répète, de vice caché. Voilà. Ensuite, si jamais cette action aboutit, action en vice caché, l'acquéreur aura deux solutions. Soit demander l'annulation du contrat, purement et simplement, et le vendeur devra rembourser, sera tenu de rembourser, ou au contraire, demander une réduction du prix en raison du vice qui affecte quand même l'usage du véhicule. Donc, deux solutions qui ne sont pas optionnelles, qui ne sont pas au choix du vendeur, qui sont véritablement au choix de l'acquéreur. Donc, c'est l'acquéreur qui décidera de ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il conserve le véhicule, moyennant une ristourne en quelque sorte, ou est-ce qu'au contraire, il demande l'annulation de ce contrat? Est-ce qu'il demande l'annulation du contrat et donc la restitution des sommes versées? Très bien. Voilà, on a fait à peu près le tour, me semble-t-il. Alors, il y a une dernière. Dernière Alors, petite non, chose. non, il y a encore deux dernières petites choses. Je vous ai dit que j'allais être bavarde. La garantie d'éviction également. Garantie d'éviction, c'est-à-dire qu'imaginons, je vends un véhicule qui ne m'appartient pas. À ce moment-là, l'acquéreur pourra se retourner contre son vendeur pour lui demander restitution du prix, sous réserve que le vendeur ait toujours cette somme Oui, entre ses mains, disponible. qu'il ne soit pas devenu insolvable. Et enfin, vous l'évoquiez, et je voulais terminer par là, il existe une garantie également en cas de vice non plus caché, on en a fait le tour, mais de vice du consentement. Les vices du consentement, ce sont l'erreur, ce sont la violence, on va les oublier dans ce contexte, ceci, mais surtout le dol. Vous me parliez tout à l'heure, Thierry, d'un compteur qui a été falsifié, ou bien alors d'un véhicule, j'ai omis de déclarer qu'il était passé au marbre, ou bien alors toute autre manœuvre qui visait à obtenir le consentement de l'acquéreur. Donc, dans ce cas, à partir du moment où on parvient à rapporter la preuve de cette manœuvre dolosive ou de cette réticence dolosive, j'insiste encore fortement sur le fait que le vendeur doit apporter toute information à l'acquéreur utile au consentement de l'acquéreur. Dans ce cas, donc en cas de dol, l'acquéreur pourra également engager la responsabilité contractuelle de son vendeur. Il a 5 ans à partir de la découverte de ce vice, 5 ans pour agir. Et là, dans ce cas, on aura une annulation, si le juge reconnaît le dol, on aura une annulation du contrat et la condamnation du vendeur au versement de dommages et intérêts. Donc, remboursement de la somme, restitution du véhicule au vendeur, remboursement de la somme, plus dommages et intérêts. Donc, un vendeur se doit d'être parfaitement loyal, totalement transparent avec son acheteur. Très bien. Alors, si vous avez des questions à nous poser, pas directement sur des questions personnelles, hein, on s'était bien prononcé là-dessus déjà la précédente émission. Si vous avez des questions d'ordre général à nous poser, contact @42tv.fr et puis on vous répondra au cours de la prochaine émission si jamais il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair dans cette procédure de vente ou d'achat de véhicules entre particuliers. Merci Marie-Christine de tous ces éléments.
Là, je pense que vous avez été exhaustive. On verra si nous avons des questions. Et puis, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle chronique. À très bientôt, Thierry. Merci à tous. Bonne journée. Bon week-end. Et bonne semaine. À très vite. Pareillement. À très vite.